Très bien. Donc, on va reprendre. On va reprendre par cette deuxième session. Donc, comme je le disais en introduction, on descend un peu plus proche du niveau de l'acteur. Et on va parler des préoccupations environnementales qui sont travaillées par les expériences et les statuts de ces acteurs. Et donc, pour ma part, je vais vous parler des récits écologiques des déchets ménagers. Donc, cette présentation repose sur une des parties d'une thèse que je mène depuis novembre 2020, donc sous la direction d'Olivier Chadouin, et pour laquelle j'ai effectué donc une immersion avec un contrat CIFRE dans une collectivité territoriale de collecte et de traitement des déchets, qui met actuellement en place une politique, donc un projet de territoire zéro waste. Et donc, par cette entrée de mise en place d'une politique dans un territoire, donc, comme je disais, rural et auprès d'une population plutôt précaire, euh, on peut regarder ces récits écologiques et voir comment finalement quelles sont les luttes autour de ces récits. Donc, pour commencer, un petit point historique très rapide qui lie hygiénisme et déchets en France. Donc, il faut savoir à la fin du 19e siècle, en France, on voit un déclin du métabolisme, entendu très simplement ici comme une circulation de la nourriture des campagnes vers les villes et de l'engrais des villes vers les campagnes. La fin de ce métabolisme et puis l'émergence évidemment des industries. Donc ces industries, elles se sont construites en partie sur le travail informel des chiffonniers qui récupéraient, donc rester sur le chiffon, qui récupéraient les chiffons qui permettaient de faire du papier. Ces industries se sont petit à petit orientées vers d'autres matériaux, le bois en l'occurrence pour le papier. Et puis l'émergence de la doctrine hygiéniste qu'on retrouve fortement dans les rues parisiennes avec le baron Haussmann et avec le préfet Poubelle qui, par un arrêté en 1883, ordonne aux propriétaires de mettre à disposition des locataires d'appartements, de logements, des boîtes à ordures. C'est ce que Sabine Barle, donc, qui retrace l'histoire des déchets, appelle l'invention du déchet, comme nuisance urbaine, puisqu'il a perdu sa valeur économique et qui vient encombrer maintenant les rues, et comme catégorie de l'action publique. Par la suite, le traitement des déchets est tout de même resté très majoritairement informel, avec la prolifération, notamment dans les campagnes, de décharges sauvages à ciel ouvert, dans d'anciennes gravières ou d'anciennes carrières. Et il faut attendre 1975 pour voir la première définition juridique du déchet, qui est basée sur la notion de possession, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon. On a ensuite un second jalon, 1992, et donc la mise en place du recyclage et le développement des filières dédiées par flux, comme vous pouvez le voir sur le schéma à droite, progressivement. Donc on imagine maintenant non pas les déchets comme une masse informe qu'il faut éloigner des espaces de vie, mais comme quelque chose dans lequel il faut mettre les mains pour trier. Euh, et donc, c'est constitué petit à petit un ensemble de systèmes sociotechniques des déchets, faisant une part de plus en plus grande au ménage. Les Grenelle 1 et 2 comportent aussi des volets sur les déchets, plutôt sur les aspects de prévention et d'objectifs de réduction. Puis on en vient donc à la loi TECV, hein, pour la croissance verte, avec de nouveaux objectifs de réduction et l'extension progressive des consignes de tri, dont l'aboutissement est arrivé le 1er janvier 2023, récemment, puisque maintenant on met tous les emballages ménagers dans la poubelle recyclable. Enfin, la loi AGEC, dont a parlé Antoine, avec la collecte des biodéchets et la sortie du plastique à usage unique. Donc pour vous dire que je vais parler d'action publique, mais surtout de récit, mais que les deux sont extrêmement liés dans cette présentation, et pas que. Donc, trois récits globalement, puisqu'il faut pas, je ne vais pas pouvoir aborder non plus tous les micro-récits, mais il y a trois récits principaux, il me semble, sur les déchets et sur la responsabilité accordée aux ménages dans leur production de déchets. Le premier, c'est le recyclage, j'en ai parlé, donc promu comme un geste simple, avec de forts enjeux économiques pour les filières industrielles dédiées. C'est le discours le plus institutionnalisé, le discours dominant, le plus reconnu aussi par les ménages que j'ai interrogés. Un récit concurrent qui est émergent, c'est le zéro waste, qui prône plutôt une écologisation globale du mode de vie, c'est-à-dire on prend les déchets comme porte d'entrée, comme manière de recadrer, d'écologiser, de repenser son mode de vie à l'aune des changements climatiques. Et puis finalement, face aux doutes concernant le recyclage et au sentiment d'injustice qui est généré par les injonctions zéro waste dans la population, il semblerait qu'il y ait un contre-récit qui commence à se diffuser et on discutera certainement de sa nature après cette présentation. Donc finalement, comment la population s'approprie-t-elle ces récits et selon quels déterminants?
Donc le recyclage, il est vanté comme étant le premier geste éco-citoyen. Donc cette formule, évidemment, n'est pas de moi. Cette formule est de Citeo. Citeo, c'est le nom anciennement éco-emballage. C'est la première filière industrielle dont je parlais, 1992. Donc c'est un regroupement d'entreprises privées qui vise à structurer les filières de traitement des plastiques, des emballages, pour ensuite les valoriser et les réintégrer dans le circuit économique. On voit qu'on a trois mots structurants, finalement, trois R. Réduire, donc essayer d'éviter l'usage unique, donc ça porte surtout sur la consommation. Réemployer, qui met en œuvre certaines compétences euh, de réparation, de détournement des objets et matières. Et puis recycler, donc fixé précisément sur le geste de tri. Ce récit, donc, il est diffusé donc par cet éco-organisme Citeo, par l'ADEME. On voit souvent des spots de publicité à la télévision avec un slogan, on ne lâche rien. Donc la logique du défi personnel, du maintien d'un geste au quotidien est dominante. Et on peut lire aussi une logique issue des sciences comportementales qui sont fortement mobilisées par ces institutions-là. La logique selon laquelle plus on sait, mieux on fait, c'est-à-dire on informe l'individu, on met à sa disposition des dispositifs sociotechniques, la poubelle recyclable, et puis on se dit que plus il est informé, plus il va trier. En fait, en réalité, quand on décompose un petit peu ce récit et comment les ménages s'en emparent, on voit que c'est un petit peu plus complexe. Puisque premier geste éco-citoyen, c'est pas certain. L'adoption du tri, déjà, il est passé par un ensemble de négociations entre institutions et ménages qui a abouti à ce que Rémi Barbier appelle la fabrique de l'usager, ou que Yannick Rumpala, dans une logique un peu plus on va dire critique, nomme le réajustement du rôle des populations dans la gestion des déchets ménagers. Donc il a fallu petit à petit informer la population et la mettre en capacité de participer davantage à cette organisation sociotechnique de traitement des déchets. Bon, ce qu'on observe tout de même, c'est que maintenant une majorité de la population française trie, donc à peu près 90% en 2018, selon l'Observatoire du geste de tri, qui me semble être fortement lié à Citeo tout de même. Et donc ce geste, en fait, il part d'une injonction. On ne jette plus tous nos déchets dans la même poubelle, et puis il est devenu une norme. Et donc quand j'ai rencontré les ménages pour les interroger sur leurs pratiques quotidiennes de consommation, de gestion domestique, et notamment des déchets, pour eux, réduction égale tri très très majoritairement. Donc cet espace est investi par cette norme du tri. Pour autant, s'agit-il d'une norme environnementale? Bien, pas tout à fait, ça dépend d'un certain nombre de déterminants. Son appropriation comme éco-geste dépend fortement, bon, assez logiquement, de la sensibilité écologique. Donc, le fait de se dire, donc là, c'est l'exploitation de seconde main d'un questionnaire qui a été passé à la population sur le territoire étudié. La sensibilité écologique joue fortement, mais aussi l'âge. Donc, à mesure qu'on avance dans l'âge, on va avoir de moins en moins tendance à décrire le geste de tri comme un geste écologique, mais plutôt comme un geste qui est nécessaire pour maintenir un espace de vie sain et commode, voire important sous le coup des injonctions, le genre aussi, puisque les femmes sont plus nombreuses que les hommes à se dire euh, sensibles à l'écologie et à y voir un geste écologique, et surtout le niveau de diplôme, avec un fort écart entre les sans diplôme et les plus diplômés dans, on va dire, la formulation, la justification de ce geste comme étant de la prévoyance, comme étant écologique. Pardon, je vais un peu vite. Pour autant, ce récit, qui est clairement donc le récit dominant, euh, il est fortement critiqué, et notamment pour son manque d'efficacité. Alors, on met en lien, en tout cas, c'est ce que m'ont expliqué les habitants rencontrés, on met en lien l'effort que l'on produit de tri, le sens qu'on accorde à ce tri, et la réalité qui commence à être de plus en plus révélée. Bon, je vous ai mis à gauche donc la fiche de Cache Investigation, Déchets, la grande illusion. Ça a donné lieu à une sorte de controverse entre Élise Lucet et son équipe et Citeo, donc c'est assez intéressant. Et un des arguments de Citeo, justement, c'était de dire, ben nous, finalement, ok, on dit que c'est un geste éco-citoyen, mais en fait, on est plutôt transparent sur nos chiffres. Et force est de constater que oui, c'est vrai, encore faut-il aller consulter les documents officiels de Citeo, mais voilà. Euh, à présent, donc depuis janvier 2023, on met tous les emballages dans la poubelle du recyclage. Et pour autant, quand on va sur le site de Citeo, on se rend compte que seulement deux tiers
des emballages ménagers sont recyclés. Et on voit que le plastique, qui était avant l'extension des consignes de tri à peu près 50% recyclé, bah là, on est descendu à peu près un quart. Donc ces filières industrielles, finalement, en plus d'avoir besoin de matières premières pour les alimenter sans cesse, c'est-à-dire que les gens produisent, que les ménages produisent du plastique et le trient correctement, ne sont pas encore tout à fait mûrs, il semblerait, pour traiter tous ces flux. Et donc, encore une fois, cette extension de consigne de tri, elle permet d'illustrer l'émergence d'un nouveau récit sur les déchets. Un récit qui consiste à dire que le tri n'est pas du tout suffisant pour répondre à la problématique déchets. Il provient notamment, donc là j'ai affiché Zero Waste France, donc Citeo se vante voilà, d'avoir simplifié le geste de tri en ouvrant le bac de collecte sélective à tous les emballages. Et à l'inverse, Zero Waste France parle d'un coup de baguette magique du recyclage. Donc ce discours qui se diffuse de plus en plus, Zero Waste, euh, on voit qu'il reprend tout de même les principes de base. Donc vous voyez la fiche à gauche, Zero Waste, mode d'emploi. Donc on donne un mode d'emploi aux individus en se disant que s'ils sont informés, ils vont mettre en pratique ces grands principes. On voit le chez soi, donc ça reste un geste individuel, et des gestes simples. On parlait tout à l'heure des 3 R, réduire, réemployer, recycler. Maintenant, il y en a deux de plus. Refuser, donc une réflexion un peu plus profonde en amont sur la consommation, plutôt la déconsommation en l'occurrence. Et puis revendiquer, c'est-à-dire se faire entrepreneur de morale ou même de pratique, en diffusant autour de soi les grands principes zéro déchet. La diffusion de ce discours, il s'est fait dans un premier temps principalement sous le mode de l'influence. Donc là, je vous ai mis deux livres, deux figures majeures en fait qui portent ce discours zéro waste. La première, donc, c'est Bea Johnson, qui est très connue sur les réseaux sociaux, et donc qui nous explique que réduire ses déchets, c'est aussi bon pour son portefeuille, mais on voit qu'il y a aussi des représentations du mode de vie qui apparaissent, voilà, sans astuce pour alléger sa vie. Et puis Flore Berlingen, qui est la présidente de Zero Waste France, et donc qui sort ce livre où on voit le fameux ruban de Mobius, qui est le symbole du recyclage depuis les années 70, qui a été retourné, le recyclage, le grand enfumage. Donc finalement, ce discours, il invite à dépasser la simple considération du geste de tri comme étant une solution, mais il invite, à travers le déchet, à repenser l'entièreté du mode de vie. Et c'est là où je rattache en fait cette présentation à ma propre thèse, c'est que ce discours zéro déchet, alors le discours du tri, comme je l'ai dit, c'est un discours institutionnel véhiculé par Citeo, par l'ADEME, par des spots publicitaires, l'État, etc. Et ce discours un peu alternatif de Zero Waste, lui, commence aussi à s'institutionnaliser dans un contexte où les collectivités territoriales, notamment donc, le syndicat de collecte dans lequel j'ai réalisé ma thèse, sont mis sous pression par par les objectifs de réduction des tonnages collectés de déchets, mais aussi par l'aspect financier, avec l'augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes, à laquelle sont soumises ces collectivités. Et donc, finalement, on ne peut plus seulement informer la population sur le tri, mais on va mettre en place une politique incitative qui va comporter un ensemble d'instruments de nature variée. Le premier étant donc la diffusion de ce discours. Vous voyez les supports de communication. Le premier remet en cause le mythe de la croissance infinie et évoque euh, un changement qu'il faut repenser un modèle économique plus sobre dans la production et la consommation. Donc c'est on est proche de la consommation verte. Et puis nous explique qu'il y a un mantra et donc le mantra refuser, réduire, réutiliser, réparer, recycler. Donc on reste quand même à l'échelle individuelle. Euh, et pour autant, ensemble vers un territoire sobre et résilient. Le second visuel parle donc du recyclage en expliquant que les filières ne permettent pas de traiter tous les flux entrants de plastique. Et puis surtout que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc il y a réellement la volonté de venir questionner ce recyclage. Et donc,
autant c'est pas forcément si surprenant quand ça vient d'un mouvement, on va dire, citoyen, diffusé par l'influence, autant ça le devient un peu plus quand c'est une institution qui le porte, quand bien même elle travaille étroitement avec l'industrie du traitement, du recyclage des déchets. Bon, euh, il sert de support, ce discours, à une politique incitative, comme je l'ai dit, et notamment d'autres instruments de l'ordre financier, avec une modification de la tarification pour la rendre incitative, c'est-à-dire qu'on passe d'un modèle basé sur la valeur locative du logement, donc la facture que payent les ménages dépend du logement et de sa taille, à un modèle dont une partie dépend de la quantité de déchets produits par les ménages. On a ici un instrument, donc une refonte du mode de l'organisation de cette collecte des déchets, avec la mise en place de l'apport volontaire, donc comme les bornes à verre qu'on voit un peu partout sur le territoire. Donc on n'a plus de poubelle qui est collectée par les éboueurs, mais il faut apporter soi-même ces déchets. Et puis un accompagnement par la formation et les subventions. Donc ça amène à se questionner sur, voilà, si le récit autour du tri, même s'il commence à être contesté, est largement adopté et compris par la population, pourquoi ce discours-là semblerait qu'il soit contesté? Donc, ce discours sous forme de gouvernement des conduites des ménages. Eh bien, tout simplement, c'est lié à qui l'aimait dans un premier temps. Qui émet ce récit? Eh ben, c'est le SPGD, Service public de gestion des déchets. Et pour les ménages, il y a une incompréhension totale de la posture d'un service public qui était lié donc à la salubrité, qui était lié donc à la propreté, c'est-à-dire la mission principale, c'est éviter que les déchets débordent dans la nature, donc toujours une logique, on va dire, hygiéniste. Et d'un coup, on voit un discours qui semble renvoyer à l'écologie politique. C'est ce qui est ressorti aussi fortement des entretiens. On se dit, mais en fait, c'est quoi ce syndicat qui d'un coup a été investi par des écolos? La tarification en elle-même, elle est aussi incomprise, et pourtant, elle est adossée sur ce discours zéro waste. Euh, Elle est considérée comme une facture supplémentaire, et puis il y a une méconnaissance généralisée en fait de la tarification service public des déchets. Euh, D'une certaine manière, le fait que ce discours zéro déchet porte sur l'ensemble du mode de vie, ou du moins grandement sur la consommation et l'organisation domestique, fait qu'on doit rationaliser nos pratiques au quotidien. Et notamment, pour anticiper la tarification, il faut savoir évaluer combien on produit de déchets. Les indicateurs institutionnels sont majoritairement des indicateurs en kilogrammes ou en litres. En fait, je me suis rendu compte, en interrogeant et en observant les pratiques des ménages, qu'il était très difficile d'évaluer sa production de déchets à l'aune de ces indicateurs-là. Enfin, l'apport volontaire est défendu par ce syndicat comme étant aussi une mesure écologique. En effet, on est plus sensible, plus sensibilisé à notre production de déchets quand on doit les apporter nous-mêmes à la borne. Sauf qu'en fait, encore une fois, ça vient se heurter à des représentations toujours hygiénistes du déchet, c'est-à-dire la peur qu'il entraîne des nuisances. euh, Bon, il y a aussi des facteurs très situés comme la mobilité complexe en zone rurale. Donc une incompréhension généralisée du lien entre apport volontaire et réduction des déchets, et une pratique qui vient en contradiction avec d'autres injonctions écologiques, portant notamment donc, sur l'usage de la voiture, sur la pollution éventuelle de la nature que va entraîner euh, ces points d'apport. Et donc, comme je l'ai dit, de manière, on va dire, pour l'instant exploratoire, ou en tout cas ce qui il ressort de cette recherche, c'est que finalement, face à euh, l'intensification de la responsabilisation des ménages, on leur demande de produire un plus grand effort environnemental, pas simplement trier les emballages au moment de les jeter, mais réfléchir aux déchets dès l'achat, c'est-à-dire acheter en vrac, multiplier les lieux de consommation, et donc la mobilité qu'il y a avec, accorder plus de temps, détourner, faire soi-même, donc le do it yourself, faire sa propre lessive. Donc en fait, on voit que on n'est plus sur un simple geste, mais sur un ensemble de pratiques qui nécessitent un effort. Et cet effort, il est vécu comme injuste par la population sur le principe euh, finalement, sur un principe de pollueur-payeur d'une certaine manière, c'est-à-dire on devrait fournir l'effort proportionnel à son impact sur l'environnement. Et donc, on va se retourner, finalement, réfléchir à qui impacte le plus l'environnement, qui participe le plus au changement climatique. On rejette cette responsabilisation sur
qui est projeté donc sur, je dirais, deux grandes figures qui sont souvent agrémentées d'anecdotes. La première serait l'autre irresponsable, irresponsable dans le sens, pas dans le sens qu'il fait n'importe quoi, mais dans le sens pas le juger par sa responsabilité. Ce sont donc les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, les ménages précaires, les familles nombreuses. Donc cette figure sert d'argument pour dire on ne peut pas mettre en place une telle politique, tout simplement parce qu'il y a des gens qui ne pourront pas répondre aux objectifs, donc c'est totalement injuste de leur imposer ça. Et en réponse, on a la figure de l'autre davantage responsable. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, finalement, moi, je veux bien réduire mes déchets, mais je commencerai que quand les industriels auront fini de produire du plastique à usage unique. Ou quand les viticulteurs arrêteront de propager leurs pesticides alors que j'habite juste à côté et que je ne peux plus utiliser de Roundup. Voilà, donc on sort un peu de la question des déchets pour ouvrir vers la responsabilité écologique plus globale. Euh, on pointe du doigt les individus comme étant des incivilités et aussi, surtout, les urbains et les écolos, des choses qui est revenue très très souvent, des personnes qui vont défendre leur mode de vie rural comme étant proche, totalement intégré dans la nature. On monte peut-être même d'une forme de capital d'autochtonie. Et face à ça, bah, on a des urbains qui viennent investir des collectivités, un service de proximité et le transformer totalement en quelque chose qu'on ne reconnaît plus et qui est perçu comme quelque chose de moins efficace. Et puis on peut retrouver évidemment, notamment lors de réunions publiques où j'ai pu mener des observations, bon, incognito, puisque j'étais identifié comme faisant partie du syndicat en question, mais donc il y a eu des petites mobilisations et des arguments, une récupération aussi politique, hein, locale, euh, euh, lors de ces réunions publiques. Donc finalement, ce contre-récit, il semble apparaître de par la peur de la remise en question du mode de vie de ces personnes qui vivent en ruralité. Euh, c'est pour ça que je formule une sorte de question plutôt sous forme d'ouverture. Euh, Est-ce qu'on assiste ici à la constitution d'un réel contre-récit et au bon sens qui unirait des personnes autour de pratiques de représentation commune, ou est-ce que simplement c'est un retour à l'hygiénisme en réponse à l'écologie qui est perçue par beaucoup de personnes comme étant une sorte de retour en arrière sur cette question de gestion des déchets. Et je vous remercie pour votre écoute.